bonsoir à tous. À la une de ce journal, la capitale centrafricaine en état d'alerte maximale face aux menaces d'attentats qui planent sur Bangui. Des Centrafricains s'insurgent contre des manœuvres de déstabilisation et expriment leur soif de démocratie et leur désir de prospérité économique. À 72 heures des élections législatives et présidentielles, nos envoyés spéciaux font le point sur la campagne électorale et la situation sécuritaire dans ce pays d'Afrique centrale. L'entrée en scène des médiateurs publics indépendants peut-il contribuer à la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le président de la République vient de définir les compétences de cette autorité chargée d'examiner les litiges et les régler à l'amiable, litiges entre les citoyens et l'administration régionale et communale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous suivrez dans ce journal la quintessence des différents textes présidentiels concernant le public médiateur conciliateur qui a été annoncé par le président de la République. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à 72 heures des élections législatives et présidentielles en Centrafrique et c'est un désir ardent qui émane du cœur des Centrafricains. Opposés aux coups de force militaires, ils expriment plutôt une soif de démocratie et le vœu de vivre le redécollage économique dans leur pays en proie à des violences meurtrières face à la menace d'attentats qui planent sur Bangui à l'approche de cette élection présidentielle et élection législative. Le dispositif sécuritaire a été renforcé. Eric Ouattat et Gladys Sidier, envoyés spéciaux à Bangui, font le point sur la situation sécuritaire et scrutent l'état d'esprit des Centrafricains à Bangui. Bangui, après la rumeur quant à une éventuelle invasion des rebelles, la sérénité est de retour. Tous s'accordent à dire que le pays va franchir un nouveau cap à l'issue des élections à venir. Que les Centrafricains soient unis d'aller voter le dimanche 27. Parce qu'un pas devant, deux pas en arrière, ça n'avance pas le pays. Les arrière-pays, on voit les progressions, les gens marchent, un président vient, aujourd'hui on le chasse par la rébellion, tout ça, ça n'avance pas le pays. Là c'est détruit. Quel est l'avenir de nos enfants? Donc il faut que tout le monde aille aller voter. Il faut aller massivement voter. C'est notre devoir, c'est le devoir d'un citoyen d'aller voter, élire leur président et élire aussi leurs députés à l'Assemblée. La situation sécuritaire ne nous fait pas peur parce que nous savons que la MINUSCA et les forces étrangères sont là et les élections vont passer dans de bonnes conditions et nous irons massivement voter le dimanche. Du côté du parti au pouvoir, l'on axe désormais la campagne électorale sur l'importance du vote. D'où ces messages qui sont distribués dans les rues ou qui sont envoyés directement sur les téléphones portables des usagers. On vient même de recevoir les affiches maintenant, c'est dans mon sac. Donc par rapport à ces mots qui se circulent maintenant, là, nous n'aurons même pas la peur d'aller, mais nous aurons toujours le courage et d'aller massivement voter. La voix de l'opposition se fait aussi entendre et la plus en vue à Bangui est celle du candidat Georges Dolo-Guélé, le dauphin de l'ex-président François Bozizé, qui veut prendre sa revanche après le faux pas de 2016, a investi les rues de la capitale. Son message est davantage axé sur le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Pour lui, Faustin Akange Touadéra a échoué sur toute la ligne. Si à Bangui, on est bien loin du crépitement des armes, dans l'arrière-pays par contre, les inquiétudes sont de plus en plus grandes au fur et à mesure que l'échéance électorale approche. L'on craint le pire. Dans la capitale, il n'y a pas d'inquiétude, les gens peuvent aller voter le dimanche. Mais ce que nous craignons, ce sont nos frères qui sont dans les arrière-pays. Nous souhaitons que vraiment qu'il y ait la paix, que tous nos frères dans les arrière-pays aillent voter massivement et dans la paix. Nous souhaitons que la Centrafrique trouve son bon chemin. Nous ne souhaitons pas que le pays retombe encore dans des mêmes problèmes. Nous souhaitons que la Centrafrique prenne encore un nouveau départ pour le développement vers un pays émergent, ce que nous souhaitons.
Bangui, la capitale centrafricaine, connaît son ambiance des jours ordinaires. Nous sommes en plein centre-ville et vous pouvez le constater, les gens vont et viennent. D'autres en profitent d'ailleurs pour faire les derniers préparatifs concernant les fêtes de fin d'année. Mais on garde bien en l'esprit le grand enjeu, les élections présidentielles et législatives du dimanche 27 décembre prochain. Le vœu, le souhait de tous les Centrafricains, c'est d'aller aux urnes et de voir la situation sécuritaire du pays changer. Ils espèrent véritablement que la tendance sera inversée à l'issue de ce scrutin et que pourquoi pas ils verront leur pays connaître également un seuil de développement considérable à l'issue de ces élections. C'est-à-dire que les Centrafricains attendent beaucoup de cette élection qui se jouera finalement ce dimanche 27 décembre 2020. Une élection qui décidément est très attendue par tous les Centrafricains. Pour Equinox Télévision, les envoyés spéciaux à Bangui, Eric Ouattat, Gladys CJ. Toujours à Bangui avec nos envoyés spéciaux, cette réaction du deuxième secrétaire exécutif du mouvement Cœur Uni, le parti politique qui soutient la candidature du président sortant Faustin-Archange Touadéra. Son deuxième secrétaire exécutif, Arthur Bertrand-Pirie, estime qu'il ne fait aucun doute que ce double scrutin se tiendra le 27 décembre 2020 en République centrafricaine. Il s'appuie sur l'engouement de ses concitoyens à retirer leur carte d'électeur. Cependant, Arthur Bertrand-Pirie dénonce l'attitude de certains acteurs politiques qui veulent se partager le pouvoir via une transition politique inacceptable. Je vous invite à écouter le deuxième secrétaire exécutif du MCU, le parti au pouvoir en Centrafrique. Il y aura effectivement élection. Il y aura effectivement élection parce que vous voyez, les électeurs sont en train de retirer massivement leur carte. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne se sont pas préparés pour aller aux élections, qui ne veulent pas que les élections se tiennent, qui veulent coûte que coûte avoir une transition. Une transition, ça veut dire qu'ils viennent s'asseoir, demander au président, bon, moi je vais être président de transition, hein, moi je vais être président de tel, je vais être ministre de tel, je vais être ministre de tel, en dehors, en laissant de côté le peuple centrafricain. Donc ce que je dis, c'est que le pouvoir se trouve entre les mains du peuple. C'est le peuple qui doit légitimer le pouvoir d'un président de la République ou bien des députés. Donc allons seulement devant le peuple et le peuple décide du sort de qui dirigera la République centrafricaine. Mais nous savons que ça sera pour Faustin-Archange Touadéra. Dans ce dernier virage de la campagne électorale, comment se déroule celle du président sortant, candidat MCU à cette élection présidentielle? Le deuxième secrétaire exécutif du mouvement Cœur Uni fait le point sur la campagne de son candidat et déplore les nombreuses entraves décriées dans l'arrière-pays. Je vous invite à présent à suivre à nouveau Arthur Bertrand-Pirie, deuxième secrétaire exécutif du mouvement Cœur Uni. Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, quand il était élu, nous on savait que c'était pour 5 ans. On savait qu'à la fin de la 5e année, il fallait aller vers les électeurs, demander qu'ils puissent encore redonner confiance au président de la République. C'est pour cette raison que dès que nous avons commencé la campagne, nous étions déjà préparés. On savait qu'on doit aller aux élections, on savait qu'à partir du 12 décembre, on devrait commencer la campagne. Et nous avons commencé la campagne et ça s'est très bien passé parce que partout où le président de la République passe, vous voyez la mobilisation, vous voyez l'engouement. Ça, c'est pas rien, ça dit beaucoup. Parce que justement, le peuple centrafricain a observé le président de la République. Il a observé le président de la République dans tous les domaines. Vous savez, lorsque le président de la République a été élu, d'aucuns pensaient qu'il allait faire la guerre, mais il a opté pour la paix. Il a mis la fondation, les bases de la République centrafricaine et le peuple centrafricain a observé pour dire que oui, le Faustin-Archange Touadéra, il a conduit le pays pendant 4 ans et demi, 5 ans. C'est lui à qui on doit faire confiance pour les 5 prochaines années. Donc chaque fois qu'il passe, vous voyez dans les meetings, vous voyez l'engouement. Donc la campagne se passe très bien. Dans le reste de l'actualité nationale, c'est un appel à la vigilance
pour les consommateurs de whisky et liqueurs. En ce jour de réveillon de Noël, la gendarmerie a mis aux arrêts des contrefacteurs spécialisés dans la fabrication des liqueurs et whisky frélatés du côté de Yaoundé. C'est la plainte d'un consommateur qui a permis de lancer l'alerte et qui a mis en branle la gendarmerie au niveau du poste de carrière à Yaoundé. La gendarmerie qui a démantelé ce réseau et a saisi une importante quantité de produits frélatés ainsi que d'autres ingrédients utilisés dans la fabrication de ces liqueurs nocifs pour la santé des Camerounais. Explication avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Dans la cour principale du poste de gendarmerie de la Carrière, un gang de 8 hommes prit la main dans le sac. Ils étaient passés maîtres dans l'art de fabriquer des liqueurs de qualité douteuse, jusqu'à ce que l'une de leurs victimes permette aux gendarmes de donner un coup de pied dans la fourmilière. Le 17 décembre dernier, nous avions reçu une plainte d'un particulier faisant état de ce qu'il aurait acheté des boissons, des whisky frélatés chez une tierce personne. Au sujet de cette information, nous avions ouvert une enquête et sous la supervision du commandant de compagnie Yaoundé 1. L'enquête nous a permis d'interpeller 2 suspects en possession d'une vingtaine de bouteilles de whisky. Les investigations des fins limiers de la gendarmerie vont permettre de démanteler l'essentiel du réseau, constitué de 8 personnes. À l'issue de leur exploitation, nous avons également procédé à une descente sur le terrain du côté des Tomeki qui nous a permis d'interpeller une bande d'individus en flagrant délit de fabrication de boissons, des whisky frélatés. Et étant, nous avons également procédé à une perquisition qui nous a permis de saisir un important stock de whisky vide voué à la transformation de ces boissons frélatées de différents âges, notamment 6, 12, 21 ans d'âge. 70 litres d'alcool, 7 litres et demi de colorant, 1 litre et demi d'arôme et une centaine de captions. C'est le lieu d'inviter les populations à faire preuve de la plus grande vigilance. Ces whisky et autres liqueurs frélatées inondent le marché, ainsi que les espaces de loisirs et de réjouissances, tels que les snack bars et autres boîtes de nuit. Pour plus de professionnalisme dans cette enquête, nous avions fait des prélèvements et envoyé auprès des services spécialisés en vue d'évaluer non seulement le taux de toxicité de ces produits, mais aussi de déterminer l'origine et d'en déterminer le cadre dans lequel ces alcools et autres devraient en principe être utilisés. Ça se passe généralement dans les boîtes de nuit et les snack bars. Les consommateurs doivent être vraiment prudents parce que c'est dans ces lieux que ces boissons sont servies sans que vous ne sachiez. Donc vigilance accrue pour les consommateurs. Les investigations se poursuivent en vue de tracer le circuit qu'empruntent ces produits frélatés ainsi que le démantèlement des soutiens obscurs de ce gang. Nous sommes encore dessus en attendant les prochains résultats qui viendront des services spécialisés. On pourra savoir qui livre ces alcools, qui reçoit ces whisky et autres. Mais ce sont des spécialistes en la matière parce qu'ils font dans cette activité depuis des années. C'est une usine parmi tant d'autres. C'est une branche qu'on vient à l'instant de désactiver puisqu'il y en a assez, même dans les autres régions. Les 8 infortunés qui bénéficient de la présomption d'innocence séjournent dans les cellules du poste de gendarmerie de la Carrière, dans l'attente de leur déferrement auprès des autorités judiciaires compétentes. Noël, c'est dans quelques jours avant la Saint-Sylvestre qui annonce les couleurs de la nouvelle année. Vous aurez certainement besoin d'un peu de whisky, de liqueur sur vos tables. Faites très attention avec les produits frélatés qui sont sur le marché. Cette importante saisie de la gendarmerie nationale sonne l'alerte s'il en était encore besoin. Plus que jamais, vigilance, car la mort se trouve peut-être dans l'un de ces produits. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, depuis le poste de gendarmerie de Carrière, Equinox Télévision. Autre lieu où un démantèlement a été observé, cette fois-ci, il concerne le circuit de production et commercialisation du chanvre indien dans la région de l'Ouest. Les fins limiers de la gendarmerie et de la police ont mis la main sur des présumés contrefacteurs et présumés bandits spécialisés dans la vente illicite des stupéfiants. Le récit est fait avec Leclerc Tsakem. La culture du cannabis n'a pas le repli dans la région de l'Ouest au Cameroun. La police vient de mettre la main sur une cargaison en route pour plusieurs villes du Cameroun et même dans la sous-région. Ces hommes en images ont fait de ce trafic de stupéfiants leur fonds de commerce. Dans ces sacs,
Présentées au contrôle comme des chaussures, sont dissimulées à l'intérieur cette drogue. À l'ouest aussi, il y a beaucoup de zones de stupéfiants. Et vous savez que ces stupéfiants alimentent les lignes rouges que nous avons avec le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il y a de gros producteurs qui mélangent les cultures normales avec le chanvre. On a hérité des plantations entières. Mais là, nous avons une information qui est en grossiste quelque part, qui envoie même ces produits dans certains pays d'Afrique centrale. On s'est retrouvé avec 71 sacs, 2503 kg. Vous voyez, c'est vraiment une très grosse prise. Et lui, je crois qu'il était un grossiste parce qu'il avait, c'est lui qui achète auprès des détaillants. Sur renseignement, nous avons pris un autre qui venait livrer un sac ce matin, tôt le matin. Non, nous sommes encore sur plusieurs autres pistes. Dans la lutte acharnée contre la contrebande, la police a mis également la main sur 3 camions de carburant frélaté à Balessing, dans le département de la Ménoire. Nous avions un certain nombre d'informations faisant état de ce que Bafoussam, par exemple, est la ville où il se vend le plus de carburant frélaté dans les stations-service, même pas dans les concessions, c'est dans les stations-service, en dehors de ce qui se vend à gauche à droite. Et ça ne peut se faire qu'avec la complicité des marketeurs, Véro, avec la complicité même des transporteurs. Et donc, c'est sur information, sur renseignement que nous avons donc coincé ces gens à Balessing, qui venaient de Limbé, qui s'est retrouvé à Balessing alors que ce n'était pas la destination finale. Et il y avait à côté un deuxième camion citerne de 19 000 litres, puis un troisième de 15 000 litres qui devaient mélanger. On les a coincés au moment où ils avaient décelé un certain nombre d'ouvertures pour prendre avec les motopompes. Donc ils ont été pris la main dans le sac. Donc ceux-là, ils sont encore en exploitation. Au regard de la montée de l'insécurité dans la région de l'Ouest, en cette période des fêtes de fin d'année, la police invite les populations à plus de collaboration et dénoncer tout cas suspect au 117. Un pic d'insécurité pourrait être atteint à l'approche de ces fêtes de fin d'année, notamment les cas d'agression et de trafic de toutes sortes qui se multiplient. Illustration dans le Mungo, les autorités viennent d'interpeller un groupe de jeunes spécialisés dans le vol des motos, tout comme près de 1000 kg de cannabis ont été saisis dans le département du Mungo. Des précisions avec Cyril Ndiemba et Donald Brice Kamgan. Ils sont 4. Ebenezer Elouti, alias Keke Boy, c'est le plus jeune, 17 ans. Robert Esso, surnommé Bitakola, 20 ans. Anor Essam, dit Rambo, 21 ans. Et le doyen du groupe, Patrice Nankouan, 36 ans. Leur terrain de prédilection, le vol des motos. Ils opèrent entre les villes de Douala, Konsamba, Mélon et Tchang, dans la région de l'Ouest. Ici, on dit qu'on a, c'est pour les jeunes d'enquête. Nous sommes partis prendre le filet là à Douala. Parce qu'on l'avait arrêté dans un commissariat là-bas à Douala. Nous sommes partis le chercher. C'est là où quand il arrive là-bas, il me dit que nous, en temps, on a pris mon petit frère. C'est là où je descends maintenant, j'arrive ici, je vois ma moto. Quand j'arrive à voir la moto, c'est que mon petit frère là. Et puis c'est mon frère, c'est pour ça que moi je suis là. Une partie de leur butin a été saisie par la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord. Les enquêtes devraient permettre d'interpeller tous les autres éventuels complices. Leur déploiement alimente le climat d'insécurité vécu ces derniers mois dans le département du Mungo. Grâce à la population qui est notre principale source de renseignement et qui depuis un certain temps a déjà compris que la victoire sur l'insécurité passe par la franche collaboration entre la gendarmerie nationale et la population, nous avons pu mettre à découvert et stopper ce groupe de malfrats qui commettaient déjà suffisamment de dégâts dans notre zone de compétence. Deux jeunes malfrats présumés qui opèrent souvent en consommant du cannabis, 960 kg de ce stupéfiant viennent d'être interceptés sur la route nationale numéro 5, tronçon Douala-Konsamba. Une prise effectuée au cours des multiples patrouilles et contrôles des forces de sécurité. À en croire la compagnie de gendarmerie, ces produits sont généralement dissimulés au milieu de vivres transportés par des camions. Le préfet du département du Mungo invite les populations à prendre langue avec les forces de sécurité afin de barrer la voie aux agressions, raquettages et autres coups de vol dans le département. Et nous continuons justement à inviter toutes nos populations à apporter le renseignement nécessaire pour que les bandits et tous les hors-la-loi soient rattrapés. La compagnie de gendarmerie du Mungo Nord se donne le défi d'assurer des fêtes de fin d'année sereines aux populations. Le renforcement de la relation de confiance entre elles et cette unité de sécurité devrait être d'un enjeu majeur en cette période sensible.
entre le Centre national de réhabilitation des handicapés et l'un de ses pensionnaires. Bouba Sidiki accuse la direction de l'avoir violemment expulsé sans respecter les engagements liés à sa réinsertion et sa prise en charge sanitaire. Mise en cause, le centre conteste cette version des faits en assurant qu'il a bénéficié d'un suivi médical depuis 2015 et déplorant que ce pensionnaire présentait des comportements à risque. Aujourd'hui, Bouba Sidiki présente un état de santé préoccupant et affirme et exprime un cri de détresse. De reportage avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est un Bouba Sidiki affaibli et souffrant dans sa chair que nous retrouvons dans une clinique privée au quartier Mendong à Yaoundé. Il y séjourne depuis samedi, après avoir été expulsé du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. Vendredi, on m'envoie un huissier. Après 19 heures, il y a une dame qui est chargée de la juridiction du centre. Elle prend les gardiens du centre, les vigiles du centre. Et il n'y a pas un mandat qu'on vous a donné pour venir. Et si c'est ça, c'est la police ou la gendarmerie. Donc on ne me touchez pas, pardon. On vient maintenant, on me tire avec la force. Vous voyez tous ces blessures-là. Et c'est là qu'on m'a mis dans le taxi. On me jette à Vannes au touristique. Ah, j'ai passé la nuit là-bas, au Belle Étoile. C'est comme ça que maintenant on m'a amené ici, à 24h50. Le directeur général du Centre de réhabilitation des personnes handicapées ne se reconnaît pas dans ces accusations et indique que c'est l'intéressé qui a manifesté le désir de quitter l'institution. Sauf qu'une fois le délai passé, Sieur Sidiki Bouba a commencé à faire le dilatoire, allant jusqu'à menacer l'huissier de justice et certains personnels à l'aide d'une arme blanche. La plus grande surprise pour nous a été que nous ayant écrit et demandé sous forme de menace qu'il veut sortir, nous n'avons que respecté ses desiderata. Nous avons calculé qu'il fallait l'aider à payer son transport. Nous n'étions pas obligés. Et nous lui avons proposé une somme de 250 000 francs et nous avons mis à sa disposition un carton de médicaments, des antibiotiques et puis des pansements pour une bonne période. Nous ne l'avons pas jeté dehors manu militari. Comme l'affaire avait pris une tournure de contentieux, tout ce que nous avons fait l'a été en présence d'un huissier de justice. Il a demandé qu'on lui donne une semaine. Et puis la semaine étant un peu épuisée et nous rendant compte donc qu'il faisait du dilatoire et qu'il faisait du chantage, il fallait bien qu'on l'accompagne et qu'on respecte ses desiderata. Victime d'un accident de la voie publique en 1992, Sidiki Bouba est passé par moult péripéties avant de se retrouver en 2015 au centre des handicapés. Il estime que sa prise en charge n'a pas été adéquate et a plutôt aggravé son mal. Je suis arrivé pour la rééducation au centre. Après avoir mortalisé au Nigeria, et c'est comme ça que je suis arrivé maintenant. Quand je commence la rééducation, comme je t'ai dit, il y a la première fracture qui arrive. Elle se consolide un peu, après on me remet aux rééducations. C'est là où on m'a attaché maintenant aux vertications, là où j'ai perdu tous les deux têtes féminines lorsque je suis parti avec Chit. Le front a tapé au niveau de ma jambe, comme les genoux étaient attachés. Et ça m'a projeté. Et tous les deux têtes féminines sont cassées. Lorsqu'il a opéré, il trouve qu'il dit non, l'infection là a déjà monté. Il a retiré la tête-ci. Il a ouvert un gros trou, c'est lui qui a ouvert ça. Ce que conteste le patron des lieux, qui suit le cas Bouba depuis l'époque où il était encore directeur général adjoint. Le collègue qu'il a reçu à l'époque avait bien diagnostiqué qu'il était paralysé complètement des deux membres inférieurs, qui présentait des escarres. Son taux d'incapacité permanente était de 100%. Il ne suivait pas bien ses traitements. Se disant marabout, c'est un patient qui mélangeait ses traitements, les traitements médicaux que nous donnons, à des traitements qui lui sont propres. Il se faisait lui-même des pansements avec des plantes et toutes sortes de décoctions qui ont été à l'origine des complications ou bien de la non-cicatrisation complète de ces escarres. Le natif du Diamari dans l'extrême nord reproche au directeur général le non-respect de l'engagement qui avait été pris de lui donner 5 millions de francs CFA et un terrain clôturé avant son départ du centre. Un terrain clôturé avec ITTB et avec 5 millions que je vais aller me débrouiller, même si c'est au Nigeria, je préfère mieux que vous me donnez ça. Je rentre, on veut qu'on va te donner quelques produits ici, et avec 250 000, tu rentres, après ça on va accompagner tout ce qu'on a dit. Je dis non, j'accepte pas ça. Si vous allez faire ça en écrit, avec le témoignage de l'autorité compétente, là je suis d'accord. Mais sinon, je ne peux pas quitter le centre comme ça, parce que je ne suis pas venu avec une petite plaie au centre.
Là encore, le docteur Alexandre Manga parle de mauvaise foi de la part de Sidiki Bouba, lui qui confond dédommagement et appui à la réinsertion socio-économique. Nous pensons qu'il est manipulé parce qu'il est affaibli psychologiquement par certaines personnes qui veulent en faire un fonds de commerce pour des raisons qu'elles seules savent. Pour nous, ce n'était pas un dédommagement parce que nous ne reprochons pas de quelque chose. Comment pouvons-nous le dédommager n'ayant aucune décision de justice et n'ayant aucun contentieux antérieur avec lui? Néanmoins, précise le docteur Alexandre Manga, les portes de la structure dont il a la charge restent ouvertes. Question de finaliser l'accompagnement de Bouba Sidiki. Et dans ce sens, nous avions maturé avec lui-même son projet de réinsertion à Marois. Il voulait faire de l'élevage et nous avions transmis la demande à monsieur le maire de Marois 2e à l'effet de trouver une parcelle de terrain pour pouvoir lui permettre de commencer son activité de reconversion socio-professionnelle. Si les deux parties se regardent pour l'instant en chien de faïence, il n'est pas exclu qu'un vent de réconciliation souffle sur cette relation vieille de 5 ans. Il n'est à l'avantage d'aucune des parties que la tension persiste. On en sait désormais un peu plus sur les fonctions du Public Independent Conciliator. Vous le savez, c'est l'une des spécificités énoncées dans le Code de la décentralisation en décembre 2019, spécificité concernant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce médiateur indépendant public est chargé, selon un décret présidentiel, d'examiner et de régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale. Cette autorité indépendante est également appelée à défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la région. Dans le cadre de ses compétences, il doit concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre la discrimination dont pourraient être victimes les citoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon le décret du chef de l'État rendu public ce jour, le Public Independent Conciliator peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement de l'administration régionale ou communale. Ces ressources proviennent des dotations inscrites chaque année au budget de l'État. Un décret du président fixe la rémunération mensuelle et les avantages alloués à ce médiateur indépendant public. Il est nommé par décret du président de la République sur proposition concertée du représentant de l'État et du président du conseil exécutif régional pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Parmi les critères de désignation figure le fait qu'il doit être autochtone à la fois des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il doit jouir d'une solide expérience, d'une réputation d'intégrité et d'objectivité établie. C'est du moins la substance de ce décret présidentiel rendu public ce jour. Un public reportage dans ce journal. Le ministre du Commerce salue l'action citoyenne des supermarchés d'œuvres et leur contribution significative à la lutte contre la vie chère. Luc Magloire Mbaga à Tangana vient d'effectuer une visite dans l'une des surfaces des supermarchés Dove, visite à l'issue de laquelle il a encouragé le top management de Dove à poursuivre la promotion des produits made in Cameroun. Reportage. Ce n'était pas sa première visite à Dove Bastos. Et pourtant, cette escale a conservé tout son charme et montré combien le ministre du Commerce est attaché à cette entreprise citoyenne. La fierté d'être Camerounais, la fierté de voir que le Made in Cameroun est en marche, en voie d'émergence. Je voudrais féliciter le président Nouvelle-Citanie pour ses efforts. Et je pense que ça vaut la peine de faire le détour chez Dove. C'est la fierté du Cameroun, c'est la fierté aussi de la jeunesse camerounaise. En parcourant les différents rayons, le patron du commerce a été séduit par la promotion du Made in Cameroun, qui occupe désormais une place de choix ici à Bastos, mais également dans les autres supermarchés Dove éparpillés dans la capitale. C'est de continuer dans ce qui a été si bien engagé, poursuivre dans la modernisation du secteur de la distribution dans notre pays, par la construction de ce type de centres commerciaux, de supermarchés, au cœur de la ville, mais aussi à la périphérie. Il faut continuer à mettre l'accent
sur la promotion des produits camerounais, des produits made in Cameroun. L'implication des supermarchés d'offres dans la lutte contre la vie chère est hautement saluée par le ministre du Commerce, qui ne demande qu'à voir cet engagement s'inscrit dans la durée. Un effort particulier, je m'en réjouis, est fait au niveau du conditionnement. Mais je ne saurais ne pas évoquer l'autre aspect qui fait plaisir aux consommateurs. C'est qu'à côté de la disponibilité, de la très grande disponibilité des produits, je relève que les prix également sont de plus en plus à la portée de toutes les bourses. Je voudrais vraiment dire bravo au président Noussi Tahir pour cet effort qui est fait sur les prix. Je pense qu'il est bon. Pour que les affaires prospèrent, évidemment, il faut qu'il y ait des consommateurs. Et les consommateurs ont besoin de se sentir également pris en considération. Je crois que c'est ce qui est fait ici. Cette visite est vue d'un très bon œil par le top management des supermarchés d'offres, ici conduit par le président directeur général. Vous savez, le ministre se comporte avec nous comme un père, comme un vrai père. Il ne nous a jamais lâchés. Quand c'est bon, il est avec nous. Quand c'est pas bon, il est toujours avec nous. Il vient nous encourager tout le temps et c'est vraiment le carburant. Il n'y a rien de plus fort que les encouragements de l'administration pour les promoteurs d'entreprises que nous sommes. Je suis très heureux de recevoir le ministre. Cette visite intervient dans un contexte particulier, marqué par la récente ouverture de DOF Carrière, une pierre de plus dans la lutte contre le chômage, à travers la création de nombreux emplois directs et indirects au profit de la jeunesse camerounaise. Simplement, on porte notre croix. On essaie d'aider tous ceux qui, comme nous, peut-être n'ont pas eu la même chance que nous. Créer des emplois pour ceux qui n'en ont pas, c'est de notre responsabilité. Et voilà, on nous joue notre rôle et on espère que chacun jouera son rôle pour que la société tout court grandisse. Autant de raisons d'être fier et de motifs de satisfaction que le patron du commerce immortalise par des écrits avant de prendre congé de l'un des projets camerounais les plus réussis sur le terrain de la grande distribution. Oui, DOF est bâti sur de solides fondations et sa montée en puissance le prouve à suffisance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fête de fin d'année, des liqueurs frélatées inondent les marchés. C'est le constat qui a été fait par un consommateur à l'approche des fêtes de fin d'année. Il a vite alerté la gendarmerie du côté de Yaoundé. Après les investigations, ils ont mis aux arrêts certains suspects et démantelé toute une branche où sont fabriqués des whisky et autres liqueurs frélatées avec des ingrédients et autres produits nocifs pour la santé des Camerounais. Difficile, vous l'avez vu en image, de pouvoir reconnaître à première vue les vrais whisky de ces whisky frélatés qui ont été saisis par la gendarmerie. Il faudra faire preuve de vigilance et de prudence pour les amateurs de whisky durant ce réveillon de Noël et surtout la Saint-Sylvestre. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Joyeux Noël à vous, Cédric Noufel. Je vous souhaite également un gros joyeux Noël. Voilà, rendez-vous lundi. 20 h. Madame,